Il y a des histoires qui ne ressemblent à aucune autre, des trajectoires si extrêmes qu'elles semblent inventées. Celle de John Frusciante en fait partie. En 1994, il a 24 ans. 2 ans plus tôt, il était au sommet de la planète rock, guitariste des Red Hot Chili Peppers, adulé, riche, invincible. Aujourd'hui, il vit dans une maison en ruine, entourée de déchets et de mouches. Mais voilà ce que peu de gens comprennent vraiment. Ce naufrage n'est pas le résultat d'une glissade incontrôlée. C'est une décision froide et délibérée. John a choisi de tout brûler pour répondre à une seule question. Est-ce que la musique peut survivre à la destruction totale d'un homme? Si cette histoire vous fascine autant que moi, abonnez-vous et laissez un commentaire, ça compte énormément. Tout commence pourtant bien loin de cet enfer, dans une cour de lycée à Los Angeles, au début des années 80. Avant d'incarner une légende, les Red Hot Chili Peppers n'étaient rien d'autre qu'une plaisanterie ambulante. 2 gamins improbables au lycée Fairfax, Anthony Kiedis, qui avait déjà consommé de la drogue avec son propre père à l'âge de 12 ans, et son meilleur ami, Michael Balzari, surnommé Flea, comme une puce. Ce dernier n'avait absolument rien d'un futur rockstar. C'était un puriste de la trompette, un fanatique de Miles Davis, totalement étranger au monde du rock. C'est leur ami Hillel Slovak qui va tout faire basculer. C'est lui qui apprend la basse à Flea et qui les relie enfin à la musique. En 1980, Parkin 3, on leur propose de jouer pour une unique soirée dans un club. Ils n'ont pas encore de nom. Sur les flyers, on peut lire « Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem ». Le plan est minimaliste. Monter sur scène, créer le chaos, ne plus jamais se revoir. Un groupe de la durée d'un soir. Sauf que ce soir-là, quelque chose se passe. Leur énergie brute, incontrôlable, retourne littéralement la salle. Ils décident de continuer. Mais l'industrie musicale va rapidement les ramener à la réalité. Leur premier album est un désastre de bout en bout. En studio, c'est une guerre permanente avec des producteurs qui veulent les polir, les lisser, les rendre acceptables. Le groupe, lui, veut faire du bruit et rien d'autre. Le résultat est prévisible. L'album ne se vend pas, les critiques les ignorent, le grand public ne les voit pas. Et alors qu'ils commencent enfin à entrevoir une sortie, le destin frappe avec une violence absolue. En 1988, Hillel Slovak, le guitariste fondateur, l'âme du groupe, meurt d'une overdose d'héroïne. Ce n'est pas simplement la perte d'un musicien. C'est la perte du centre de gravité autour duquel tout s'organisait. Le choc est brutal. Jack Irons, le batteur, quitte le groupe immédiatement en lançant une phrase qui résume tout « Je ne reste pas dans un groupe où mes amis meurent ». Plus de guitaristes, plus de batteurs, plus de labels. Les Red Hot Chili Peppers sont officiellement morts. Pendant des semaines, ils hésitent. Mais Flea va avoir une révélation essentielle. La musique est la seule chose qui les maintient encore debout. Continuer n'est pas une question de gloire ou d'ambition. C'est une façon d'honorer la mémoire de celui qu'ils ont perdu. Et c'est dans ce contexte de deuil et de reconstruction qu'un gamin de 18 ans va faire son entrée. Ce gamin, vous le connaissez. Il s'appelle John Frusciante. Le jeune John, à Los Angeles, n'a rien du punk sauvage qu'on pourrait imaginer. C'est un obsessionnel de la musique. À 15 ans, il s'enferme dans sa chambre et joue 15 heures par jour. Non, pas pour s'amuser, mais parce qu'il veut être le meilleur, point final. Une anecdote révèle tout ce qu'il faut savoir sur lui. En 1988, à 18 ans, il passe une audition pour le groupe de Frank Zappa. Il a le niveau technique nécessaire et il repart avant même de jouer. Pourquoi? Parce qu'il veut être une rockstar, se droguer, vivre dans l'excès. Chez Zappa, c'était l'armée. Ça ne l'intéressait pas. Le destin va lui offrir exactement ce qu'il cherchait.
sous la forme d'une opportunité extraordinaire. John Frusciante était un fan absolu des Red Hot Chili Peppers. Il avait passé toute son adolescence au premier rang de leurs concerts. Il ne connaissait pas Hillel Slovak personnellement, mais il connaissait chaque note de son jeu par cœur, chaque intention, chaque silence. Quand elle présente à l'audition, il joue avec une ferveur et une précision qui laissent Flick et Anthony sans voix. Ils n'ont pas trouvé un remplaçant. Ils ont trouvé un héritier. John prend la guitare d'Hillel, ses partitions, son répertoire, et sans le réaliser, il vient aussi de signer pour hériter de son destin tragique. Les débuts sont explosifs. En 1989, avec l'album Mother's Milk, John Frusciante a 19 ans et une énergie à faire exploser les murs. Sur cette scène, lui et Flea forment une paire électrique, deux corps branchés l'un sur l'autre dans une fusion totale d'énergie et d'instinct. C'est l'époque de l'innocence. Ils ne sont pas encore des stars mondiales, juste des rois du funk qui vivent leurs rêves à pleine vitesse. Mais pour entrer vraiment dans la légende, il leur faut une œuvre qui dépasse tout le reste. En 1991, le groupe s'isole dans un immense manoir de Los Angeles pour enregistrer Blood Sugar Sex Magik. Et c'est là que quelque chose commence à craquer chez John. L'atmosphère du manoir est étrange, presque oppressante. Certains disent qu'il est hanté. John, lui, plonge dedans avec une conviction totale. Pendant que les autres font des pauses, il reste enfermé dans les pièces vides. Il raconte entendre des voix, ressentir des présences. Il est persuadé d'être une antenne pour des esprits, que la musique ne vient pas de lui, mais à travers lui. Cette folie douce va pourtant produire quelque chose de magique. La complicité avec Flaky atteint un niveau presque télépathique. L'album est une déflagration. Blood Sugar Sex Magik sort. Et la planète entière tombe à genoux devant les Red Hot Chili Peppers. Mais c'est précisément ce succès qui va commencer à détruire John de l'intérieur. Il ne vit pas cette consécration comme une victoire. Il la ressent comme une trahison envers lui-même. Il ne supporte pas de voir sa musique récupérée par les masses, transformée en produit de consommation. Il voulait rester underground, pas devenir une icône de MTV. La drogue, qui n'était encore qu'un jeu récréatif, commence alors à devenir quelque chose de plus profond. Une armure contre la célébrité. Un bouclier contre un monde qu'il rejette de plus en plus violemment. Cette tension intérieure va finir par éclater publiquement lors d'une performance au Saturday Night Live en 1992. Devant des millions de téléspectateurs, John sabote délibérément le concert. Il se balade sur le manche de sa guitare, dérègle le rythme, déstabilise Anthony Kiedis qui finit par lui donner un coup de pied sur scène. Ce n'est pas une fausse note. C'est un message. John est en train de dire à tout le monde qu'il se casse. Et il faut être honnête sur ce moment. John Frusciante est une légende, un artiste d'une rareté absolue, et à cet instant précis, il se comporte comme un enfant, gâté, insupportable. Il a le poste dont rêvent des milliers de musiciens sur la planète. Ses partenaires comptent sur l'oufone par lui. Et lui, par pure arrogance, sabote le travail de tout le monde parce que le succès lui semble trop peu punk. C'est du génie et du comportement infantile en même temps. Quelques mois plus tard, en tournée au Japon, à 22 ans, millionnaire, il pose sa guitare et décide de tout détruire. Ce que les gens ont appelé les années perdues est en réalité bien plus sombre que cette formule polie ne le laisse entendre. John s'enferme dans sa maison des Hollywood Hills et prend une décision lucide, prémédite, réfléchie. Il va devenir junkie. Ce n'est pas une chute accidentelle, c'est un projet. Il l'a dit lui-même, la musique, c'est terminé. Son nouveau projet, c'est de se détruire pour voir ce qui reste quand tout a disparu. Tuer son ego, éteindre la rockstar. Pour comprendre l'état d'esprit dans lequel il se trouve, il suffit d'écouter son album Nyandra Ladders and Usually Just a T-shirt.
La première moitié, enregistrée quand il était encore dans le groupe, est du génie brut, de l'avant-garde qui déstructure la chanson pop et l'identité elle-même, avec John qui s'affiche habillé en femme sur la pochette. La seconde moitié, enregistrée plus tard depuis sa chambre où il se pique, est autre chose. Les morceaux n'ont plus de titre. La bande-son d'une folie qui commence vraiment. Sa maison devient une décharge. Une odeur mêlant le sang séché, la nourriture pourrie et la saleté imprègne chaque recoin. Les Parkley étoilent les murs sont couverts de graffitis, parfois tracés avec son propre sang. Son ami Johnny Depp vient d'y même y tourner un documentaire intitulé Stuff, un film littéralement terrifiant dans lequel John apparaît comme un fantôme au milieu des mouches. La maison attire une cour de laissés-pour-compte de Los Angeles, mais pas des amis au sens réel du terme. Des relations cimentées par la drogue et le malheur, qui l'enfoncent chaque jour un peu plus, au lieu de le ramener à la surface. Et dans cet enfer, il y a une rencontre qui va tout marquer, River Phoenix. Deux jeunes stars dégoûtées par Hollywood, deux cerveaux brillants qui se rejoignent non pas pour faire la fête, mais pour explorer quelque chose de plus obscur. Ils enregistrent ensemble, passent des nuits entières à écrire. John, qui lui-même tremblait de peur devant la scène au fond, passe des heures à pousser River à se lâcher devant un micro. Ils avaient prévu de sortir un album commun. Ils n'en auront jamais le temps. La nuit d'Halloween 1993, au Viper Room, River Phoenix s'effondre sur le trottoir et fait une overdose. John n'est même pas là quand ça arrive. Il jouait son premier set solo dans un autre endroit. Quand il pose sa guitare et sort, c'est déjà trop tard. River et Sparks est parti, et une ombre encore plus noire plane sur cette nuit-là. Selon des témoins présents, dont Bob Forrest, chanteur proche du milieu à l'époque, c'est John lui-même qui aurait tendu à River la dose fatale. Certains vont jusqu'à parler d'un acte délibéré. John s'effondre. Barricadé chez lui, il est convaincu que la police va venir l'arrêter pour homicide. À partir de ce moment, il ne se drogue plus pour expérimenter. Il se drogue pour s'exécuter. Ce qui est tant fascinant et glaçant à la fois, c'est qu'il continue d'enregistrer. Il sort un album, Smile from the Streets You Hold, et il a lui-même avoué plus tard l'avoir sorti uniquement pour financer son héroïne, parce qu'il n'avait plus un sou. Sur les enregistrements, on l'entend tousser entre les prises. Sa voix est brisée. C'est le son d'un homme en train de se noyer à vitesse constante. Il est persuadé de communiquer avec des entités d'une autre dimension. C'est une psychose réelle, totale, et pendant ce temps, son corps lâche peu à peu prise. Puis vient l'accident inévitable. Sa maison est une bombe, des flacons de térébenthine pour la peinture, des solvants, des produits inflammables entassés dans un espace qui ressemble à une décharge chimique. Un soir, l'étincelle arrive. Tout brûle. Ses tableaux, ses livres, ses souvenirs. Par miracle, ses cassettes d'enregistrement survivent. Lui, non. Il est grièvement brûlé au bras. L'héroïne a tellement nécrosé ses tissus que les médecins lui posent un ultimatum. Amputation immédiate ou greffe de peau intégrale. Son visage était ravagé. Ses dents, entièrement cariées par l'addiction, doivent toutes être arrachées pour éviter une septicémie mortelle. Il ne reste littéralement rien de John Frusciante. On aime l'idée romantique de l'artiste torturé. On aime croire que la souffrance est le carburant du génie, que la douleur est le prix à payer pour toucher l'éternité. Mais c'est un mensonge confortable. La vérité, c'est que la douleur a failli nous priver de lui définitivement. À ce stade de destruction, elle ne créait plus rien. Elle éteignait simplement la lumière. Tout avait brûlé, l'ego, l'arrogance, le personnage et presque la musique avec. John n'était plus qu'une page blanche. Et c'est exactement pour ça qu'il était enfin prêt. Ses amis le forcent à entrer en cure de désintoxication. Le plus difficile n'est pas physique,
c'est mental. Il doit réapprendre à exister. Pendant 1 an, il devient un moine. Yoga, méditation, chasteté totale, abstinence absolue. Il veut décaper chaque couche de poison accumulée en lui. Et il faut rendre à Fla ce qui lui appartient. Pendant toutes ces Daedalus Season, tournent ces années d'horreur. Il est en os et il est le seul à ne jamais avoir vraiment coupé les ponts. Quand il vient voir John en 1998, il ne voit pas un monstre. Il voit son frère. C'est cette connexion humaine qui va rendre possible le retour à la guitare. Sans Flea, John Frusciante serait des morts. C'est une certitude. Mais le problème qui se pose alors est immense. John a tout oublié. 5 ans d'héroïne ont fait leur ravage. Son cerveau est la sarvichla. Mais ses mains ne répondent plus. Il n'a plus de callosité sur les doigts. Plus de force musculaire. Il reprend la guitare dans le garage de Fla et ça lui fait mal. Alors, comme il ne peut plus jouer vite, il va jouer vrai. 2 notes espacées. Un intervalle d'une pureté absolue. Et dans cet espace minimaliste naît le riff de Scar Tissue. Anthony Kiedis a raconté qu'à l'instant où il a entendu ces notes, il a compris que John n'était pas seulement guéri, il était devenu meilleur. La confiance revient progressivement. L'album Californication se construit. Mais il manque encore un titre central. Pendant des semaines, John bloque sur une chanson. Il tente une version reggae qui ne convainc personne. Ils sont à 2 doigts de l'abandonner. Et au dernier moment, quelque chose se passe. John surgit dans le studio, attrape sa guitare et joue un arpège cristallin, minimaliste, d'une simplicité désarmante. Californication. Le vieux John aurait joué 200 notes à la seconde pour impressionner la galerie. Le nouveau John joue l'essentiel. Il a remplacé la technique par l'émotion, la virtuosité par la vérité. Et c'est cette fragilité qui va sauver le groupe. Une fois sobre, John ne se contente pas de sauvegarder les Red Hot Chili Peppers. Il entre dans une période de fièvre créatrice stupéfiante, enchaînant des albums solos d'une densité rare. Shadow Collides with People, The Empyrean. Du silence total des années 90, il passe à une logorrhée musicale d'une générosité incroyable. L'histoire aurait pu se terminer sur ce happy end. Mais John est un chercheur, pas un homme de confort. En 2009, alors que les Red Hot Chili Peppers atteignent des sommets avec Stadium Arcadium, il repart. Le monde ne comprend pas. Lui, si. Il s'enferme avec des machines, des synthétiseurs, des boîtes à rythme et sort des créations expérimentales sous le nom Trick Finger. Une phrase résume tout ce qu'il cherche à cette époque. Les machines n'ont pas d'ego, elles obéissent. Il veut s'effacer encore une fois, forcer son cerveau à penser en dehors de toutes ses habitudes. En 2019, il revient. Et ce John-là est la synthèse de tous ceux qui l'ont précédé. Ni l'arrogant de 1989, ni le junkie suicidaire de 1994, ni le moine austère de 1999. Les 3 en même temps. Sur les derniers albums, on entend tout ça simultanément. La mélodie, la rage et cette sérénité gagnée dans la douleur. Il est apaisé, il sourit. John Frusciante nous a montré qu'on peut tout perdre, qu'on peut suivre le même chemin tragique que Hillel Slovak ou River Phoenix, qu'on peut littéralement se brûler les ailes en le voulant. Mais que si on trouve la force de recoller les morceaux un par un, avec discipline et lucidité, ce qu'on reconstruit a une valeur qu'aucun raccourci n'aurait jamais pu donner. Il a fallu qu'il détruise le prodige pour devenir l'artiste. Il a fallu qu'il disparaisse pour finalement commencer à exister. Et quand on écoute le solo sur Eddie, on a la réponse à la question qu'il s'était posée au début de sa descente. Oui, la musique peut survivre à l'enfer. Mais pour atteindre cette pureté-là, il n'y avait pas de chemin plus court. Il fallait traverser tout ça. Il fallait que tout brûle. Si cette histoire vous a touché, partagez-la autour de vous.
glissez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains récits. Chaque histoire qu'on raconte ici est construite pour vous embarquer complètement et votre soutien est ce qui rend tout ça possible.